Bonjour à tous, c'est très bizarre de parler devant une salle vide et un écran, enfin il n'y a que quelques personnes. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les représentants de la construction, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est à distance, et je ne doute pas que prochainement nous pourrons le faire de manière présentielle. Alors, effectivement, la présentation d'aujourd'hui vise à faire l'état des lieux, finalement, de nos chantiers, de nos travaux et du plan infrastructure de la Wallonie. Vous rappeler quelles sont les priorités, finalement, que le gouvernement a souhaité déterminer en amont de ce plan dans la déclaration de politique régionale, déjà il y a une année et demie maintenant. Bien sûr, l'objectif général de réduction de gaz à effet de serre, donc de 55% d'ici 2030, c'est ce qui est en amont de toute une série de politiques que nous voulons mettre en œuvre. C'est également un objectif de transfert modal que nous avons, qui est inscrit déjà depuis la législature passée dans la vision FAST 2030 et la concrétisation de la stratégie régionale de mobilité, à la fois pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises. Tout ça nous conduit à une série de défis importants qui ont été en amont de la rédaction ou de l'adoption définitive, en tout cas de ce plan d'infrastructure. Donc c'est le rééquilibrage de l'espace public, puisque évidemment si on souhaite qu'un grand nombre de déplacements puissent se faire non pas uniquement en voiture individuelle, mais en transport en commun et en mode actif, à pied, à vélo, il faut évidemment que ces différents modes alternatifs aient un espace sur la voirie, soient sécurisés. Donc ça, ce sont évidemment des déterminants très importants. Ils ont besoin de moins d'espace, de moins de coûts que les déplacements en voiture, mais il leur faut un espace suffisant sur la voirie. C'est aussi rendre attractifs les transports publics, qui sont une alternative très importante, que ce soit par le bus ou par le rail. C'est aussi créer des solutions de transport à la demande, puisqu'on mesure bien que le transport collectif ne permet pas de répondre à tous les types de déplacements, et le transport en mode actif n'est pas toujours accessible à tout le monde ou pour tous les types de déplacements non plus. Donc il y a aussi un complément de transport à la demande qui doit être envisagé. Et tous ces différents modes de déplacement doivent interagir les uns avec les autres, puisque très souvent, le remplacement de la voiture individuelle pour un déplacement va nécessiter une interaction, une succession de plusieurs modes de déplacement. Donc des interconnexions qui doivent avoir lieu de manière très très facile, d'où le déploiement de pôles multimodaux. C'est un travail qui est en cours, qui est au début finalement. La définition d'un pôle multimodal existe, mais il faut maintenant le concrétiser dans les investissements, dans les lieux d'interconnexion possibles entre le rail, le bus, les voitures partagées, etc. Et bien sûr permettre le report modal vers pour le transport marchandise également, vers les autres modes de déplacement que la route. Tout ça donc c'était il y a 1 an et demi à la constitution du gouvernement. 17 mois de gouvernement, 13 mois de crise sanitaire. Donc il en reste aussi quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait terminé. On est là aujourd'hui, malheureusement, à distance. Ça a un impact aussi, bien sûr, sur la mobilité, donc sur les infrastructures pour le futur. On n'a pas encore retrouvé, bien entendu, la situation rétabli après la crise sanitaire. On ne sait pas très bien quand ce sera, mais on sait qu'il y a aussi de toute façon des choses qui ont changé. Une certaine prise de conscience de la possibilité de se déplacer dans les modes actifs, de l'intérêt pour la santé, la nécessité donc d'avoir cet espace pour les modes actifs et pour les transports en commun. Aussi une difficulté pour les transports en commun où il y a une certaine promiscuité, donc il y a aujourd'hui moins de personnes qui osent prendre le transport en commun qu'avant la crise sanitaire. Le télétravail, bien sûr, s'est énormément développé et cela restera certainement une dimension importante dans le futur, mais évidemment ça produit aussi différents effets comme des effets y compris contraires en termes de localisation par exemple du logement, en termes de déplacement domicile-travail qui vont fortement évoluer dans la durée. Il y a donc encore un certain nombre d'inconnus, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on ne reviendra pas totalement à la situation antérieure à la crise sanitaire. Alors,
tenant compte en tout cas de tout ce qui préexistait à cette crise sanitaire et en s'adaptant à cette nouvelle situation. Il y a donc plusieurs objectifs qui ont été assignés à ce plan infrastructure donc, pour cette année. C'est d'abord et avant tout la rénovation et l'entretien du réseau existant, puisque on sait que rester trop longtemps sans entretenir le réseau, évidemment, produit des coûts, des dégradations importantes et des coûts plus importants, sans parler des problèmes de sécurité. Donc ça reste la priorité numéro 1. Deuxième priorité très importante, le transfert modal et le respect de l'ensemble des usagers, la coexistence sur nos voiries des différents usagers, et en particulier une montée en puissance de la place des transports en commun et des modes actifs et des modes doux. Alors concrètement, le gouvernement a donc pris une série de décisions au cours de l'année passée, de l'année écoulée, avec au mois d'avril de l'année dernière donc la décision d'allongement d'une année du plan jusqu'à 2026, mais en confirmant le montant global de 2 milliards d'euros d'investissement, en ce compris les 400 millions d'euros 80 par an donc pour les projets additionnels à la mobilité collective et la mobilité douce, et en particulier également la prise en compte du budget important pour la réalisation du BHNS de Charleroi. Après cette première décision, en juillet de l'année dernière, il y a donc eu le détail de l'affectation du plan des 2 milliards, donc la liste précise des différents projets et des différents projets retenus sur base géolocalisée lorsque c'était possible. Pour certaines enveloppes, ce n'est pas encore géolocalisé. Et il y a eu alors la décision de phaser ce plan dans le temps, ce qui est évidemment bien nécessaire pour être efficace. Aussi, d'engager de manière supplémentaire du personnel au niveau de l'administration, puisqu'on mesure bien que multiplier les projets de manière simultanée pour un grand nombre d'entre eux, à un moment donné, coince au niveau de la disponibilité en ressources humaines pour mener tous ces projets. Et nous avons alors adopté au mois de janvier, fin du mois de janvier, le phasage de ce plan, précisément au cours des différentes années de tout ce plan. Nous avons donc une réorientation des moyens qui a été prévue pour l'ensemble de ces 2 milliards. Vous avez ici quelques chiffres qui peuvent le montrer. Ce n'est pas seulement ce dont on a peut-être beaucoup parlé, des montants supplémentaires pour les modes actifs, pour les transports en commun. C'est par exemple aussi des montants supplémentaires pour l'entretien des tunnels, puisqu'on a mesuré qu'il y avait un écart entre ce qui était prévu au niveau budgétaire jusque-là et l'état réel des tunnels, et qu'il y avait une nécessité de mise à jour, d'entretien de ces tunnels. Aussi des enveloppes supplémentaires en termes de raclage pause. Nous avons par contre limité au maximum les extensions de réseau. Nous avons évidemment un réseau très étendu pour une région comme la Wallonie, ce qui représente aussi des coûts importants, et à partir du moment où il y a un besoin de faire de la place à d'autres modes de déplacement et à sécuriser, entretenir ce réseau, on ne peut évidemment pas en permanence l'augmenter de manière importante. Ça, c'est aussi le choix qui a été fait par le gouvernement. Alors, pour le phasage, on a donc convenu de travailler sur des cohortes de 2 années. Évidemment, c'est un phasage approximatif. Vous le savez comme moi, les projets peuvent s'étaler sur plusieurs années, très souvent. Mais donc, la cohorte à laquelle est rattaché un projet est la cohorte qui va être celle pendant laquelle le travail principal de préparation du projet va être réalisé. Vous avez donc les cohortes C1, C2, C3 par 2 années, plus la cohorte initiale C0 des projets qui ont déjà été réalisés, parce que certains projets entre-temps avaient déjà été menés. Et avec chaque fois également pour un projet donné une année de référence budgétaire qui est l'année de l'engagement budgétaire en tant que tel. Ça donne donc un plan glissant dans le temps, je dirais, avec des projets répartis par cohorte de 2 ans, même si on sait bien qu'il peut y avoir évidemment des petits changements de calendrier au fil des projets, mais le but est évidemment de respecter au mieux cette répartition dans le temps, à la fois pour avoir une prévisibilité pour le secteur de la construction, pour ceux qui attendent la réalisation de ces projets, mais aussi pour que tous les projets n'aient pas lieu en même temps dans les différents ressorts territoriaux, n'aient pas non plus un impact budgétaire simultané, et donc d'avoir de cette façon-là une bonne répartition dans le temps.
Donc nous allons avoir dans le plan évidemment une partie importante pour les transports publics, que ce soit des sites propres et des voies propres, des gares de correspondance, des aménagements d'arrêt. S'ajoutent également à cela des éléments supplémentaires qui ne sont pas dans le plan, mais qui sont des engagements arrivés entre-temps suite au plan de relance européen, de relance et de résilience, avec 3 projets très importants qui concernent également les transports structurants, qui viennent donc s'ajouter à tous ces chantiers, plus ou moins dans le même timing, d'ici 2026. L'extension du tram de Liège, le tram qui est en cours de réalisation pour l'instant, mais les extensions vers Herstal et Serein, le BHNS au niveau de la région montoise et également l'extension du métro léger de Charleroi, la rénovation et l'extension jusqu'au grand hôpital. Donc ce sont là des grands projets également qui viennent s'ajouter à ce qui était déjà prévu dans le plan infrastructure grâce au budget supplémentaire obtenu du côté européen. Du côté alors des modes actifs, il y a également un certain nombre d'éléments, notamment bien sûr en termes de politique piétonne et de politique cyclable. Pour la politique piétonne, nous en sommes là à la conception d'un plan via un marché spécifique à l'échelle de la région avec des priorités de mise en œuvre. La politique cyclable, là aussi, il y a un plan qui regroupera plus exactement dans les prochaines semaines l'ensemble des actions concernant la politique cyclable, mais en particulier la possibilité de disposer d'un inventaire des tronçons existants et à venir et d'une hiérarchisation du réseau. Je pense qu'elle est devenue vraiment nécessaire tant les demandes sont très importantes en la matière. Et il y a également un projet vis-à-vis des écoles en termes de stationnement vélo. Et bien sûr les projets de communes pilotes Wallonie cyclable qui ont pu être déjà enclenchés avec un grand succès auprès des communes. D'une manière générale, ce n'est pas seulement en matière de déploiement des modes actifs les investissements spécifiques comme des pistes cyclables nouvelles en site propre, mais c'est aussi la prise en compte de ces modes actifs dans les voiries existantes et dans les rénovations de voiries en appliquant le principe STOP, donc de hiérarchisation des différents modes de transport et en particulier en veillant à la place des modes actifs dans la conception des voiries et des rénovations de voiries, à chaque fois en tout cas que c'est nécessaire à la hauteur de ce qui est justifié, c'est-à-dire très souvent justifié mais d'une manière particularisée en fonction du projet et en tous les cas en l'intégrant dans la réflexion et dans la conception de tous ces projets. Alors, comme je l'ai dit, donc, ce sont des moyens très importants, des moyens aussi prévus au niveau de l'administration pour la gestion de ces différents projets. C'est aussi une volonté de suivre de manière très régulière au niveau de l'administration, au niveau de la Sofico, l'ensemble de ces chantiers pour avoir un suivi très précis des engagements budgétaires et des trajectoires de facturation, puisqu'évidemment il y a des engagements, des implications plus exactement financières très importantes pour la région. Et c'est pour ça que cette répartition dans le temps est aussi très importante, évidemment. Ce n'est pas anodin non plus du point de vue budgétaire, en plus de la capacité de gestion des projets et de la capacité du secteur des voiries, bien sûr, à mener ces projets aussi en parallèle. Voilà pour terminer cette petite introduction, donc pour simplement dire qu'il s'agit d'un plan vraiment d'envergure que le gouvernement a voulu mettre en place, qui est clairement dans les objectifs annoncés par la législature, mais qui en même temps s'adapte progressivement à la situation, mais qui permet surtout maintenant d'enclencher un certain nombre de chantiers. C'est aussi une forme de relance économique finalement pour le secteur des voiries, de réaliser tous ces projets et de planifier dans le temps les différents projets, les différentes cohortes, de telle manière que l'ensemble puisse être mené à bien.